à Berthier-sur-Mer, notre invité, Germain Tétu, est passionné de voile. Après sa première rencontre avec la voile dans les années 80, il décide d'investir dans un voilier pour vivre avec sa femme et ses enfants sa passion. Ensuite, il bonifie ses compétences en voile et participe donc à des compétitions à Québec. Dans cette émission, Germain nous racontera son défi qui a été la traversée de l'Atlantique à voile de Québec à Sherbrooke. Je vous présenterai également certains faits intéressants sur l'histoire de la voile ainsi que sur d'autres traversées de l'Atlantique. Germain Tétu, aujourd'hui, je vais vous parler de mon défi qui a été de traverser l'Atlantique en 2008. Quand il est arrivé 2008, il y a une soixantaine de Français qui sont traversés ici au Québec, puis on pouvait donner notre nom pour faire la traversée avec eux. Puis moi, là, j'avais manqué mon coup, puis je m'étais pris trop en retard. Mais quand ils sont arrivés ici à Québec, il y en avait une vingtaine qui retraversaient l'autre bord. Puis là, j'ai fait le tour de tous les bateaux qu'il y avait dans les marinas à Québec, qui avaient les drapeaux officiels de la traversée. J'ai tout fait les bateaux, puis j'ai fini par trouver un bateau de Français qui, justement, il y avait pas de skipper. Le skipper les avait quittés. Fait que les autres, c'était deux Français qui étaient au-dessus de 70 ans, puis qui avaient comme besoin d'un skipper pour retraverser le bateau de l'autre côté. Fait que c'est comme ça que moi, je me suis faufilé là-dedans. Puis j'ai dit, c'est beau, je vais vous retraverser ça de l'autre bord, les gars. Fait que c'est là que ça a commencé, là, le défi. C'était un défi que je voulais vraiment relever. La traversée de l'Atlantique en voilier représente un important défi à relever en raison d'abord de la durée du voyage qui s'échelonne sur plusieurs jours et aussi en raison des courants marins qui sont assez complexes. De là, pour mener à terme le voyage, il est essentiel d'avoir une bonne coordination entre les membres de l'équipage. Vu qu'il avait déjà fait une traversée, je peux vous dire que j'étais comme confiant. Les gars me montraient le radar, le AIS, système de cartes sur ordinateur. C'était un vieux bateau, mais fait marin pour les traverser. C'est un 37 pieds, bord franche. Fait que je me disais, ça devrait être un bon bateau. Puis de toute façon, l'histoire de là-dedans, c'est qu'on partait tranquillement sur le fleuve. On arrêtait à plusieurs marinas, dont Tadoussac, Rivière-au-Nord, puis les îles de Madeleine. Puis je me disais, je vais avoir le temps si jamais les gars sont pas compétents ou le bateau a quelque chose de pas correct, je vais avoir le temps de voir pour... au pire, j'abandonnerai le projet là, si je vois que c'est trop dangereux. Il semblait avoir tout ce qu'il fallait, puis ça a bien été pour descendre, fait que jusqu'aux îles de Madeleine. Fait que on a continué, puis là, la dernière étape, c'était Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais là, là, à Saint-Pierre-et-Miquelon, là, là, on est arrivé là, et c'était minuit le soir, puis... c'était la grosse brume. D'ailleurs, je pense qu'il doit y avoir à peu près 1200 bateaux d'échoués autour de l'île. Il y a une carte. Il y a une carte de ça, là, où il y a tous les noms de tous les bateaux qui se sont échoués. Il y a des mois, parfois, que c'est quasiment 28 jours sur 30 qu'il y a de la brume là, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Fait que là, on est rentré là à minuit le soir. Fait que là, moi, je suis à la barre, puis là, il y a un des Français qui, lui... est sur l'ordinateur, puis c'est lui qui me guide, parce qu'on voit à peu près rien. Fait je sais, pour avoir vu un petit peu avant la marina, j'ai quand même regardé comment c'était organisé, puis par où il fallait rentrer, puis tout ça. Parce que j'avais quand même déjà un peu une idée dans ma tête du trajet, mais là, on voyait rien. Fait que tout d'un coup, il y a un phare qui apparaît juste en avant du bateau.
Fait que là, j'ai pas le choix, là, faut que je vire à tribord ou à bâbord. Je décide de virer à tribord parce que je pense que l'île est de l'autre côté. Fait que là, le Français en bas me dit, parce que lui, il se trouve être à l'intérieur, il me dit non, non, vire pas à droite. Il dit tu vas rentrer dans une île. Là, je regarde le profondimètre, on est 20 pieds de profond, fait que je ne vais pas aller sur le fort, là, c'est sûr qu'il faut que je vire à droite, j'ai pas le choix. Fait que là, je dis non, j'ai pas le choix, là. Faut que je vire là, sinon je rentre dans le fort. Puis là, il me dit il dit, il est trop tard, t'es rendu sur l'île. Fait que là, ça me fait que, il y a un petit problème avec le GPS. Fait que là, on voit finalement les lumières du quai, de tout. Il y a tout comme une jetée de roches juste en avant, puis je l'avais vu, ça, fait qu'il suffisait de suivre cette jetée-là. Fait que j'ai suivi la jetée parce qu'on commençait à voir les lumières pour la jetée. Fait qu'on est allé au quai, on s'est amarré au quai, puis après ça, je suis allé voir sur le GPS, puis là, selon son GPS, on était sur la rue principale. Fait que, en fait, les autres m'ont dit après qu'ils avaient été chercher ça sur Internet, ce logiciel-là, mais qu'ils l'avaient comme pas ajusté, puis en haute mer, tu peux pas ajuster ça, il faut que tu sois vraiment à quai, chose qu'on n'a pas faite avant de partir. Ben, finalement, c'est ça, on s'en est sorti, on s'en est bien sorti, mais ça aurait pu vraiment mal virer parce que on devait avoir à peu près 500 pieds là, d'écart là, entre les vrais obstacles puis où on était, là, ça aurait pu être dangereux, là, mais on a réussi à l'éviter là, de justesse. L'une des traversées les plus célèbres de l'Atlantique est celle de Christophe Colomb en 1492, lorsque son navire, le Santa Maria, a traversé l'océan Atlantique de l'Espagne jusqu'en Amérique. Cette expédition a marqué le début de l'ère des grandes découvertes. On peut dire qu'elle a ouvert la voie à de nombreuses autres traversées transatlantiques, ainsi qu'à augmenter certainement la présence des navires sur la mer. Quand on est reparti de Saint-Pierre-et-Miquelon, là, on était quand même tôt en saison. On était encore dans le mois de juin, parce qu'on était à fin juin. Donc, les tempêtes tropicales, normalement, fin juin, mi-juin, fin juin, il n'y en a pas tant que ça. Mais là, il s'en en venait une, Cristobal. Là, on va... À Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a un centre météo. Fait qu'on va au centre météo, on va consulter les experts qu'il y a là. Fait que là, ils ont différentes trajectoires de l'ouragan, de qu'est-ce qu'elle peut faire. Fait que là, on leur dit que nous, on s'en va à Cherbourg, en France. On leur explique un peu par où on veut passer. Fait qu'on regarde les trajectoires des ouragans, puis ils nous disent non, il n'y a pas de danger, l'ouragan ira pas dans ce sens-là, vous allez être correct, vous pouvez partir, pas de problème. Fait qu'on est parti, mais nous, on n'avait pas de météo à jour dans le bateau, ce qui fait qu'un coup qu'on est parti, nous, on n'a plus de météo, là. Fait qu'on s'en va en direction de Cherbourg, mais là, on s'est fait attraper par l'ouragan. C'était des vents de 55 nœuds, les vagues peut-être 25-30 pieds. En tout cas, assez pour qu'au début, j'avais le vertige. Puis là, on a mis seulement que 3 pieds de genoux en avant, tangonné. Puis pilote automatique. Puis on s'est tout en allé dans le fond du bateau. On a tout fermé ça là. Puis on a été 3 jours comme ça. Puis dans les 3 jours, de temps à autre, je sortais du bateau puis je réajustais. On était en fuite, là. On s'en allait pas tout à fait dans la bonne direction, mais là, c'était de sauver notre peau. On s'en allait pas tout à fait à 90 degrés. Les vagues sont pas toujours égales, mais il y en est venu 2-3 vagues un peu de côté. Et puis, c'est surtout quand les vagues, là, ils cassent sur le bateau. Là. Il y en a 2-3 qui ont cassé sur le bateau. Puis là, le bateau a couché sur le côté, mais il a relevé à chaque fois. Là. Mais on avait comme un petit peu hâte que ça arrête parce qu'on n'avait aucune idée où ce qu'on était par rapport à la tempête. Ça va-tu augmenter ou ça va diminuer?
Ça va-tu être pire? On va-tu faire un tour au complet? On l'a pas fait, le tour au complet. On s'est fait juste coucher 2-3 fois, mais on avait comme hâte que ça arrête. Là. C'était un bout là, où on a trouvé ça un petit peu moins drôle un peu. Après, ben, ça s'est replacé, puis les Français voulaient absolument aller faire un petit tour sur la côte d'Angleterre avant de rentrer à Cherbourg. Mais là, moi, je savais pas ça, là, mais il y a un chenil, là, où il y a des cargos qui passent entre l'Angleterre et la France. Là. C'est des cargos, c'est un à la suite de l'autre, dans les deux directions. Puis là, on s'est aimé pour passer ça de nuit. Là, ça a été quand même quelque chose aussi, parce que là, il faut vraiment s'ajuster pour passer à temps, parce que les cargos, ça passe d'un bord et de l'autre. Là, ça a été assez hot aussi, là, ce passage-là. Puis là, après ça, ben, finalement, on est arrivé à bon port, là. On était correct, on avait réussi à passer l'océan Atlantique. Aujourd'hui, en raison d'un trafic maritime de plus en plus intense dans l'Atlantique, il existe toujours un risque de collision avec des cargos ou d'autres grands navires. Considérant que ces derniers sont plus grands que les voiliers, les manœuvres d'évitement en cas de rencontre inattendue deviennent beaucoup plus complexes. De sorte que les voiliers doivent alors rester assez vigilants. C'est pas mal 3 semaines en général, là. Faire cette traversée-là. Là. Les traversées de l'Atlantique, c'était un défi. Puis, ça fait que quand tu as fait ça, tu te dis, ouais, si j'ai réussi ça, je dois être capable de réussir à faire d'autres choses. Tu sais, je l'ai fait 2 fois, avec, tu sais, ça te donne la confiance en toi. Puis, là, ce qu'on veut, nous, c'est d'avoir du plaisir. Fait que aujourd'hui, avec ma blonde, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté un bateau en Croatie, un Beneteau 46. Puis c'était un peu notre rêve. On se demandait qu'est-ce qu'on va faire à notre retraite. Après avoir fait un voyage en Italie, on a trouvé que peu importe où qu'on allait en Italie, on trouvait ça tout en beau. Fait qu'on s'est dit, ouais, on va s'acheter un bateau là-bas, puis on va faire un petit bout là pour voir si ça a l'air. Finalement, on a adoré ça. Ça fait 5 ans qu'on fait le tour en Méditerranée. Nous, dans le fond, c'est d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. C'est plus ça qui est important. Germain Têtu nous a également révélé qu'il avait entrepris une 2e traversée l'année suivante, mais cette fois-là équipé d'un meilleur GPS, lui permettant de traverser le brouillard un peu plus facilement. Malgré les tempêtes qu'il a rencontrées, il a aussi connu des moments de calme dans lesquels il a pu admirer la beauté de la nature en mer et faire de belles rencontres humaines dans les marinas. On peut dire et même conclure qu'il a rejoint au fil de l'histoire les rangs des précurseurs courageux qui ont traversé l'Atlantique.